Salut à toi, je suis Matt sur Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble plusieurs actualités autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, Starlink d'ailleurs. Donc voilà, je t'invite dès maintenant à mettre un like, un pouce bleu si ça t'a plu, ça aide à référencer la vidéo et c'est un énorme soutien. Et nous on va commencer dès maintenant. On va parler désormais de Starship, c'est-à-dire le vaisseau spatial qui est en cours de conception, de construction, de fabrication à Boca Chica, et on y va dès maintenant. SN7.2 a enfin fait des essais. Alors avant de parler de ce réservoir d'essais, on va parler de la série de prototypes SN7. C'est-à-dire on a eu SN7, SN7.1, maintenant on a SN7.2, mais qu'est-ce que c'est? Alors SN7, c'est une série composée de plusieurs réservoirs d'essais. On a SN7, qui est lui en inox alliage 301L, avec une épaisseur autour des 3,84 mm, SN7.1 inox alliage 304L avec toujours la même épaisseur, et maintenant avec SN7.2 on a de l'inox 304L, ça ne change pas comparé à SN7.1, mais attention avec une épaisseur d'environ 3 mm. Il existe plusieurs tests. On a d'abord des tests permettant de tester si le réservoir peut supporter une pression initiale, donc la pression requise pour décoller ou justement pour que le Starship fonctionne bien. Et ensuite on a des tests jusqu'à éclatement d'un réservoir qui ont un objectif simple, c'est de trouver la pression maximale que peut supporter un réservoir en le remplissant d'azote liquide et ensuite en pressurisant l'azote. Par exemple, les tests sur SN7 et SN7.1 étaient là pour trouver quel réservoir était le plus résistant entre les deux. Maintenant, les tests sur SN7.2 servent à savoir si une paroi d'une épaisseur de 3 mm, qui correspond tout de même à une réduction de la masse d'environ 25%, peut atteindre la pression souhaitée par SpaceX pour que le Starship fonctionne convenablement. Ainsi, SN7.2 a fait un tout premier test et peut-être qu'il fera un autre test jusqu'à éclatement pour savoir quelle est la pression maximale supportée par ce réservoir, et peut-être qu'on verra un autre jour SN7.3 avec une épaisseur plus faible. Sinon, vous me demandez souvent, mais où en est Super Heavy, donc le booster, et plus précisément BN1 qui est le prototype du booster? Et bien actuellement BN1 est en cours d'assemblage et on a eu de nouvelles sections qui sont en train d'être formées. D'après plusieurs analyses, finalement on pourrait avoir un réservoir oxygène liquide au-dessus et avoir un réservoir de méthane en dessous. D'après les analyses d'images, actuellement SpaceX est en train de construire vraiment la partie supérieure de Super Heavy. Et peut-être qu'on verra très prochainement des Griffins, qui sont les ailettes qu'on a aussi sur les Falcon 9. Désormais, préparez vos valises, on va parler du spatial et plus précisément du tourisme spatial. Alors, il n'y aura pas de Tom Cruise pour la mission AX-M1, donc d'Axiom Space et de SpaceX en direction de l'ISS. Et donc maintenant on a la liste des 4 touristes à bord de la capsule Crew Dragon qui participera à la mission. Alors nous avons tout d'abord le commandant Michael Lopez Alegria qui était un ancien astronaute de la NASA. On a Ethan Stibb, un ami proche de l'astronaute Ilan Ramon, et ensuite on a Ray Connor ainsi que Mark Patty, et on va vraiment vous découvrir qui sont ces 4 personnes. Alors déjà, le commandant Michael Lopez Alegria, vous le connaissez déjà, on en a parlé il y a quelques secondes, mais Ethan Stibb, qualifié d'astronaute par Israël, prendra place lors de ce voyage. D'ailleurs, son ami Ilan Ramon était le premier astronaute israélien qui a malheureusement disparu lors du drame de la navette spatiale Columbia. Larry Connor, c'est un entrepreneur et directeur du groupe Connor, une société d'investissement dans l'immobilier basée dans l'Ohio, un état des États-Unis. Et Mark Patty, c'est le PDG de Mavic Corp, donc pour Corporation, une société d'investissement canadienne. D'après des estimations, le billet est autour des 55 millions de dollars par personne, sauf bien sûr le commandant de la mission qui n'a pas payé son billet puisque lui, il est salarié chez Axiom Space et il est très très bien payé pour diriger cette mission. Et donc ces passagers entreront dans une Crew Dragon, donc la capsule habitée de SpaceX, on l'a vu pour Crew Demo 1, Crew Demo 2, pour Crew 1, on va la voir bientôt pour Crew 2 avec Thomas Pesquet, et on va ensuite voir Crew 3, et ensuite d'après les estimations, ça sera pas avant janvier 2022, et pour l'instant on n'a pas de date fixe. Maintenant on va parler de Starlink, normalement vous connaissez tous Starlink. Alors David Goldman, qui est un senior manager chez SpaceX, a parlé récemment devant la FCC, donc c'est le contrôleur des communications, à propos de Starlink. Il a annoncé plusieurs choses. Bon, aujourd'hui Starlink a un débit descendant en bêta ouverte d'une moyenne de 100 mégabits par seconde et on atteint des fois les 130, 150 ou 140.
Vraiment, là, c'est actuellement. Et il a annoncé quelque chose, c'est que Starlink vise 10 gigabits par seconde avec une latence au moins en dessous de 30 millisecondes. Sinon, SpaceX garde ses objectifs de production de 120 satellites par mois avec au minimum une mission Starlink, voire même 2 maximum. Et sinon, c'est un petit peu la guerre avec Amazon de Jeff Bezos. SpaceX a d'ailleurs qualifié qu'Amazon était en train de démarrer une tentative pour étouffer la concurrence, c'est-à-dire donc étouffer Starlink. SpaceX affirme qu'Amazon fait des allégations trompeuses d'interférence parce que Amazon s'est plaint à la FCC, comme quoi SpaceX serait en train de générer des interférences pour les autres constellations, et plus précisément, ça peut être handicapant pour le projet Kuiper. Et d'ailleurs, SpaceX ajoute, c'est que le projet Kuiper représente actuellement rien en fait, c'est vraiment des plans encore naissants, alors que la constellation Starlink est aujourd'hui bien plus vaste, on a plus de 1000 satellites en orbite autour de la Terre. Ainsi, SpaceX a également communiqué sur le fait que Starlink ne créait pas d'interférence avec plusieurs datas qu'ils ont présentées devant la FCC. De plus, lors de cette présentation, SpaceX a également appuyé sur le fait de sécurité spatiale. Alors son système anti-collision garantit vraiment aux autres opérateurs une sécurité inouïe. Du coup, l'entreprise spatiale de Musk dit que aucun petit débris spatiaux devrait provenir de la constellation SpaceXienne et que les satellites Starlink ne rentreront jamais en contact avec d'autres objets. Si tu veux savoir tous les détails sur la constellation Starlink, donc comment ça fonctionne, je t'invite à aller voir une vidéo qu'on avait déjà faite sur la chaîne, elle s'affiche dès maintenant et tu peux retrouver le lien en description. On va parler maintenant de Tesla, parce que oui, Tesla serait en train de nouer un partenariat avec Samsung, d'après un média coréen. Donc le constructeur automobile se dirigerait vers un partenariat sur une technologie 5 nanomètres pour la prochaine puce HW4, c'est-à-dire Hardware 4, qui est elle destinée au FSD, c'est-à-dire la conduite autonome. Donc il y a quelques mois d'ailleurs, on parlait plus de 7 nanomètres avec TSMC, et maintenant on parle de 5 nanomètres avec justement avec Samsung. Alors cette puce HW4 permettrait d'améliorer le FSD, de garantir une fiabilité plus grande, mais aussi d'exercer le fait d'être en 4D. Alors quand on parle de 4D, là on parle de temps pour le système FSD. Sinon, bonne nouvelle vraiment pour l'univers Tesla, pour l'entreprise, parce que l'Union européenne est en train de lancer un plan d'aide publique de 2,9 milliards d'euros pour l'industrie des batteries, et l'Europe donc souhaite vraiment encourager l'innovation autour des batteries, donc autour du domaine des batteries, que ce soit sur différents acteurs, voilà. Et donc Tesla, en raison de son arrivée à Berlin, va disposer d'un petit pourcentage de ce budget. Donc c'est sympa, ça va aider Tesla, ça va permettre à Tesla de continuer son implantation à Berlin et surtout d'avoir des ressources supplémentaires pour la construction de son usine de batterie. Avant de se laisser, on va regarder cette petite image. Voilà une image de l'intérieur de la station sous-sol du Loop du Las Vegas Convention Center. On voit Elon Musk et ses enfants qui sont bien sûr dans cette station. Alors pour l'instant on n'a pas de date autour de l'ouverture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker mais aussi à t'abonner pour ne rien rater. Tu peux aussi activer la cloche, comme ça s'il y a une vidéo qui sort, tu ne la rates pas. Tu peux retrouver toutes tes informations autour de l'écosystème en direct sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Discord. Tous les liens sont juste en bas. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt de Matt sur Mars et non de Tesmania. Allez, bye!